Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui avec nous. Cette rencontre sera trilingue en français, italien et langue des signes. En interprète langue des signes, nous aurons Ilana Tondeur et Jessica de Gemep et Maya Le Sic pour l'italien. Voilà, alors je vais commencer par présenter les autrices. Donc Claudia Durastanti, vous êtes vous-même traductrice aussi. Les langues et la traduction constituent un fil rouge de votre vie et de votre travail. Vous êtes également journaliste et bien sûr autrice. Vous passez votre enfance entre Brooklyn et l'Italie rurale de la Basilicate. Vous écrivez votre premier roman en 2010, qui n'est pas traduit en français, mais qu'on pourrait traduire par « Un jour je viendrai jeter des pierres à ta fenêtre ». Je vous le traduis pour vous éviter mon accent italien. Votre second roman sort en 2012, À Chloé pour de mauvaises raisons, suivi par un troisième en 2016, Cléopâtre va en prison. L'étrangère, dont on va parler ensemble aujourd'hui, est donc votre quatrième roman et le premier qui est traduit en français. Il obtient le prix Pozzane Luigi Rosso et est finaliste du prestigieux prix Strada. Il est publié en français chez Buchet-Chastel dans une traduction de Lise Chapuis. Véronica Mabardi, vous êtes née à Leuven, d'un père belgo-égyptien et d'une mère flamande. Vous avez 2 frères et sœurs, dont 2 nés en Corée. Comédienne d'abord, vous vous dirigez ensuite vers l'écriture, la mise en scène et la création radiophonique. Vous choisissez la langue française pour devenir écrivaine, mais vous avez également un rapport particulier au bilinguisme et aux langues. Petite, vous écriviez en néerlandais. Votre pièce Loin de Linden, éditée chez Lanzmann, a reçu le prix triennal de la littérature dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le prix Georges Waxelair de l'Académie des lettres de Belgique. Vous avez déjà publié de nombreux livres, dont beaucoup aux très belles éditions de l'Esperluette. Parmi eux, Les Serres en 2014, Peau de Louve en 2019 et en 2022, Sauvage est celui qui se sauve, qui a reçu récemment le Grand Prix du roman de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Bienvenue. J'aimerais vous lire une citation pour commencer, d'une autrice que j'aime énormément, la philosophe et psychanalyste française Anne Dufourmentel. Dans son livre « La sauvagerie maternelle », Anne Dufourmentel écrit « Sauvage, se dit de ce qui jamais ne s'apprivoise, ce qui se détache de tout langage, ce qui reste en dehors, incapturable, même par image ou seulement par écho. Il n'en reste visible que des actes soudains, des déchirures, qui ressemblent parfois à des lassitudes, des effondrements silencieux. Il me semble que cela fait écho à vos 2 livres, à Shindo, votre frère, à vos parents, qu'il y a en eux cet incapturable dont parle Anne Dufourmentel. Vos livres, il me semble, sont des romans sur le silence, celui de la surdité, mais également celui provoqué inévitablement par l'exil, quel qu'il soit. Des romans avec du silence, donc, qui le considèrent, qui lui laissent une place, mais aussi des livres qui disent comment on y résiste à ce silence, comment on le transforme, comment le langage y répond en écrivant. Quel rapport entretenez-vous et quel rapport entretiennent vos textes avec le silence ? Bonjour, merci pour être ici. Je vais parler italien parce que mon français c'est terrible. Merci pour l'interprète de la langue des signes. C'est un plaisir d'être ici avec Veronica. Allora, partirei da questo tema. Quando si hanno 2 genitori sordi o si è una figlia della migrazione, una delle prime domande che capita di sentirsi fare è: chi ti ha insegnato a parlare? E mi riaggancio in questo senso al tema del selvatico, perché ogni volta che mi sentivo fare questa domanda
era come se fossi una bambina cresciuta nella giungla insieme ai lupi, quindi i miei genitori si sono trasformati in creature ferali. In realtà la domanda che mi ha colpito di più è quando mi hanno chiesto quando ti sei accorta che i tuoi genitori erano sordi, e ho cercato di ripensare al momento in cui questo è avvenuto e mi sono resa conto che non è una cosa che ho capito io, che ho sentito io, perché io stavo già comunicando con loro, ma è una storia che qualcuno mi ha raccontato. C'è stato un momento in cui è arrivato qualcuno e mi ha detto: i tuoi genitori sono sordi, e quindi questa dimensione della sordità è stata definita dall'esterno, è stata in qualche modo una categoria. E mi chiedo, se non ci fosse stata questa definizione, che idea avrei avuto io del linguaggio, della comunicazione e del silenzio? Alors, pour revenir à ce thème, tout d'abord, c'est vrai que lorsque, étant fille de personnes malentendantes, sourdes, ou des gens qui sont issus de la migration, très souvent, ça me rappelle aussi le rapport avec le sauvage, le livre du sauvage. En fait, c'est comme si tout d'un coup, les gens pensent « Ah mais attends, elle vient de la jungle, elle a été élevée par des loups, elle pense que c'est une créature un petit peu sauvage. » Et moi, je me souviens, souvent, les gens me demandaient justement cette question « Mais c'est qui t'a appris à parler ?» Comme si moi, j'étais une créature sauvage avec un environnement de sauvage. Et en fait, moi, la question qui m'a le plus touchée, avec laquelle j'ai eu le plus de rapports, c'est quand les gens m'ont demandé « Mais quand est-ce que tu t'es rendu compte que tes parents étaient sourds ?» Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui un jour me suis rendu compte que mes parents étaient sourds, mais c'est quelqu'un qui m'en a parlé. L'histoire venait de l'extérieur. C'est l'extérieur, les personnes externes qui ont défini la situation, en fait, du langage et du non-langage, de la surdité de mes parents. Tout cela était imposé de l'extérieur, et moi, toute seule, je m'en serais peut-être jamais rendu compte s'il n'y avait pas eu cet événement-là externe. D'abord, bonjour, et pareil, je suis super contente d'être là. Et merci pour cette citation très belle. J'ai découvert la citation après avoir écrit le livre, et je suis contente de l'avoir découverte après, parce que ça m'aurait replongé dans un autre rodéo avec le silence. Le silence, moi, il m'est apparu comme traversant le roman très tard, parce que j'ai un rapport ingénu au silence, un peu un rapport d'enfant, parce que parler n'est pas facile et que le silence est plutôt un refuge. La petite fille de mon roman précédent, elle avait décidé de se taire, et c'était pour elle un salut de ne pas être précipitée dans le langage. Et c'est quand autour de moi, beaucoup de femmes ont commencé à parler de briser le silence, que je me suis rendu compte que le silence pouvait être aussi une prison. Ça s'est articulé petit à petit à travers des expériences différentes qui venaient me renvoyer que mon expérience de privilégiée, de pouvoir me réfugier dans le silence, n'était pas le fait de toutes, et que pour certains, le silence était un effacement. Et c'est en discutant en résidence pour écrire le livre avec Patrick Corillon et Dominique Rodoft, quand ils m'ont demandé est-ce qu'il va y avoir des illustrations de ton frère dans le livre, que je me suis dit comment faire avec les illustrations, et j'ai dit mais je voudrais qu'il y ait des illustrations parce que j'ai envie qu'il y ait du silence, et pour moi c'était du repos, sortir du langage en fait. Et pour moi l'illustration c'était une manière de sortir de cette univocité parfois du langage. Et là Patrick, qui est plasticien et performeur, m'a dit mais une image c'est tout sauf silencieux. Si tu veux du silence, c'est le blanc, le silence en art plastique. Et là, il avait une bibliothèque extraordinaire, et j'ai passé 2 semaines à lire sur le silence dans les tableaux, le silence dans l'art oriental, dans les tableaux. Ça a fait une boucle avec mon frère qui était coréen. Et donc, cette perception du silence s'est complètement transformée. C'était un voyage avec le silence, alors qu'au départ de l'écriture, c'était... voilà, maintenant je vais écrire, parce que écrire ne perturbe pas le silence, quoi. Merci. En fait, je me rends compte que j'ai été plus vite que le bus. J'ai voulu aller plus vite que le bus. J'ai pas expliqué le résumé de chacun de vos livres, donc je vais peut-être le faire s'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas lu les 2 livres.
En fait, dans Sauvage, pardon. Dans Sauvage et celui qui se sauve, vous suivez les traces de Shindo, donc, qui est ce garçon coréen qui est devenu votre frère quand vous aviez 7 ans par adoption, et vous recomposez son portrait en suivant notamment la piste de votre enfance dans une famille métissée. Et dans L'étrangère, du coup, Claudia Durastanti, vous remontez le temps jusqu'à la rencontre entre vos parents, qui sont sourds tous les deux, et dont vous relatez la relation passionnée et tumultueuse. Puis vous revenez ensuite sur les traces de votre propre enfance, marquée par des allers-retours géographiques et familiaux entre Brooklyn et l'Italie rurale de la Basilicate. Donc en fait, vos livres sont très différents, mais il y a vraiment des résonances multiples entre les deux, notamment déjà sur cette question du silence dont on vient de parler. Déjà sur les couvertures de vos livres qui sont ici, elles figurent toutes les deux un visage. Donc sur celui de Claudia, un visage qui pourrait être le vôtre en fait, qui est barbouillé de peinture, et sur celui de Véronica, un autoportrait de son frère Shindo. Donc il me semble qu'en fait chacune à votre manière, vous vous faites passeuse des voix de celles et de ceux qui ne parlent pas ou qui ne parlent plus. Et dans vos récits, vous leur laissez de la place. Vous venez de dire, Véronica, que vous avez choisi d'insérer des dessins et des œuvres de Shindo dans le livre, et qu'en fait ces œuvres finalement ne sont pas du silence, de fait, et disent beaucoup. C'est un peu comme si en fait vous... donc Shindo, qui est aussi un artiste, peintre, graveur, céramiste, vous n'avez pas seulement écrit un livre sur lui, mais vous avez écrit un livre en fait avec lui, avec des fragments de son travail. Donc pour Claudia, pareil, dans votre livre, vous laissez aussi de l'espace pour que vos parents puissent eux aussi raconter leur propre mythologie, par exemple sur le récit de leur rencontre, où en fait ils ont une version opposée presque. Enfin, il y a des similitudes dans ce qu'ils racontent, mais c'est très différent. Et en fait, vous ne tranchez pas, vous laissez de la place à la version de chacun d'entre eux. Donc je me demandais comment chacune d'entre vous avez-vous vécu ce rôle d'être celle qui raconte, d'être celle qui rassemble et qui transmet ces récits en fait familiaux. E prima completo la risposta sul silenzio, che si riaggancia a insomma, l'idea poetica che avevo dietro la straniera. Prima accennavo a questo spazio in cui la sordità e il silenzio non erano categorizzati, e io in qualche modo, scrivendo questo libro, volevo tornare a quella dimensione. Ho avuto l'opportunità di farlo visitando una camera anecoica, una stanza di silenzio totale, grazie all'installazione di un artista che si chiama Doug Wheeler. La vidi al Guggenheim nel 2017 e ho fatto l'esperienza abbastanza fantascientifica di entrare nel corpo di mia madre, perché ero in una stanza in condizioni di silenzio perfetto, e lì mi sono resa conto di sentire tutti i rumori del mio corpo, di sentire il battito delle mie ciglia, il frastuono del mio sangue, e in quel momento sono riuscita a decostruire l'idea che il silenzio fosse uno spazio di assenza. Invece era uno spazio estremamente rumoroso, estremamente affollato, come erano rumorose le vite dei miei genitori. Alors tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu à la question tout à l'heure sur le silence. Je voudrais un petit peu compléter ma réponse. Tout d'abord, avant de commencer ce roman, L'étrangère, j'ai essayé d'un petit peu recréer une idée poétique de l'espace et qui n'est pas caractérisé. Donc un espace, silence, espace et le rapport entre les deux. Et donc j'ai voulu faire l'expérience d'une chambre anéchoïque, donc sans aucun bruit, un silence complet. Je l'ai fait en 2017 au musée de Guggenheim. Il y avait donc une exposition où on pouvait rentrer dans cette salle où il n'y avait absolument aucun bruit. Parce que j'ai voulu revivre ce que ma mère a vécu, me remettre un petit peu dans l'espace qu'a connu ma mère. Et dans ce silence parfait, j'entendais en fait comme une extension de moi-même, mon cœur qui vibrait, mon sang qui coulait. J'étais capable de sentir tout cela. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas
un espace absolu, il y avait des silences et des espaces qu'on pouvait recréer. Parce qu'en fait, mes parents n'étaient pas dans un silence. Mes parents étaient le bruit même. Autour de mes parents, il y avait un monde qui était très, très animé, qui était extrêmement bruyant. Mais j'ai essayé de revivre cela en me mettant dans cet espace de silence absolu. E lì mi è venuta l'idea che tutto quello che sapevo sulla mia famiglia, su mia madre, sulla disabilità, sulla sordità, sulla mitologia familiare fosse inaffidabile. E allora mi sono messa un po' nei panni di una sorta di investigatrice privata. E cosa si fa in quel caso? Si chiede alle persone, ai protagonisti, e io volevo che fosse un libro sui miei genitori, come è andata. Io sono cresciuta con una mitologia materna molto forte. Mia madre mi ha sempre raccontato di aver incontrato mio padre mentre lui tentava di suicidarsi, di buttarsi da un ponte a Roma. Lei lo aveva salvato, avevano passato la notte insieme, lei sorda e lui sordo, già questo era molto improbabile. Poi lei era andata via, il giorno dopo lui l'ha trovata davanti al collegio in cui studiava, e mia madre mi ha sempre raccontato questo evento in termini biblici, in un certo senso mitologici, che non si potevano contestare, e io l'ho assecondata anche perché quella ha formato la mia idea di un amore basato sul riconoscimento e la somiglianza. E quindi questo è il mito materno, avevo solo quello, nessuno lo mette in discussione fondamentalmente fino a un certo punto. Donc moi, en fait, je savais, je connaissais ma mère, je connaissais la famille, je connaissais l'handicap aussi de mes parents. Il y avait une espèce de mythologie dans laquelle je vivais. Alors, est-ce que je pouvais vraiment me fier à cela? Je ne pensais pas. Donc, j'ai fait un petit peu une enquêtrice privée. Alors, comment est-ce qu'on fait une enquête? On pose des questions. Et les premières personnes auxquelles j'ai posé les questions, ce sont les acteurs même de ma vie, c'est-à-dire mes parents. Moi, j'ai eu une mythologie, une présence maternelle extrêmement forte. Et ma mère me racontait la rencontre avec son père. En fait, ce jour-là, il essayait de se suicider en se jetant d'un pont. Et elle l'a sauvé. Ils ont passé la nuit ensemble. Les deux étant sourds, je trouvais déjà cela un peu improbable comme récit. Mais pour moi, je ne remettais pas les choses en question, puisque ma mère me présentait cela comme quelque chose de biblique, une espèce de mythologie de la famille qu'on ne peut pas contester, quelque chose de mythologique qu'on ne conteste pas. Et je crois aussi que j'avais besoin de cela comme réconfort, parce que cela me représentait l'amour comme quelque chose de fort. Il y avait une espèce de mythologie aussi dans la rencontre, dans l'amour entre ces deux personnes qui se ressemblaient, qui avaient le même handicap. Et donc, moi, je suis partie dans ce récit mythique que ma mère me présentait. E vado a chiudere. La mia più grande fortuna è stata quando ho chiesto a mio padre come si erano conosciuti, quando ho iniziato a scrivere questo libro. Per la prima volta vengo a sapere che lui aveva salvato lei da un tentata aggressione nello stesso luogo geografico. Questo mi colpisce, il ponte era a Trastevere, l'aggressione era a Trastevere, e quindi era un altro evento di salvataggio che si fondava sulla salvezza, ma contestando il mito di mia madre, mio padre mi ha donato un romanzo fondamentalmente, che è la storia delle versioni alternative di uno stesso evento, e quindi mi ha sbarazzata del problema del vero, che non è la domanda che c'era dietro questo lavoro biografico. E in qualche modo il libro, poi questo avviene in apertura come dichiarazione poetica. Se posso raccontare quello che penso io, per me sono vere tutte e due le cose. A un certo punto della loro relazione mia madre ha salvato mio padre da un tentato suicidio, lui ha salvato mia madre conoscendola perché si metteva nei guai da un'aggressione. Quello che mi colpisce e mi commuove è che tutti e due scelgono questo fatto come genesi, in un certo senso, come inizio della loro vita insieme, e quindi mi hanno insegnato, forse inconsciamente, che ognuno di noi riordina e riassembla costantemente la propria storia personale, quindi non facciamo altro che spostare degli eventi nel corso del tempo. Quindi più che chiedersi è successo veramente o no, la domanda era quando. Désolée. Alors moi, j'ai eu en fait la chance que j'ai eue en commençant à écrire ce roman, c'est quand je suis allée trouver mon père et je lui ai posé la même question: comment est-ce que tu as rencontré maman? Et ça a été vraiment le début de mon livre. C'est lui qui m'a sauvée parce qu'en fait,
fait, il m'a fait comprendre, lui, sa version. Donc, assez bizarrement, il disait que c'est lui qui l'a sauvée, la mère, et elle subissait une agression. Alors, ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'en fait, il y a une similitude géographique. Lui, il allait sauter du pont qui s'appelle Trastevere, qui est aussi au-dessus donc du fleuve, et elle était agressée, d'après sa version, à la gare qui s'appelle aussi Trastevere. Donc, en fait, c'était les mêmes lieux géographiques dans cette histoire. Et moi, en fait, ça a été le début de mon roman. C'est-à-dire qu'un roman, c'est raconter des versions alternatives. On n'a pas une seule version. Je me suis, grâce à cela, débarrassée de ce qui est vrai. Ce n'était pas ça la question de mon roman. Et ça m'a permis aussi de démarrer mon roman avec cette ouverture du roman, avec cette belle déclaration d'amour, puisque chacun a raconté sa propre version. Et en fin de compte, peut-être que les deux versions sont vraies, pourquoi pas. Mais en tout cas, tous les deux, il y a eu un sauvetage de la part de tous les deux. Elle l'a sauvé du suicide et lui de l'agression. Donc tous les deux, ils se sont sauvés. Et en fait, moi, ce qui vraiment me touche, c'est que grâce à cette histoire qu'ils m'ont racontée, j'ai compris la genèse, le début de leur vie ensemble. Et ça m'a fait comprendre aussi que chacun réorganise sa vie passée. En fait, on ne fait que déplacer des événements dans le temps. La question, ce n'est pas comment ça s'est passé, mais quand ça s'est passé. Et je crois que ça, c'est ce que j'ai appris, compris en écoutant le récit de mes parents. Et j'ai oublié la question entre-temps. Je vais la relire du coup. J'étais complètement dedans. C'était donc que vous faites les passeuses des voix de celles et ceux que vous racontez, mais en leur laissant leur espace aussi dans le livre. C'était la grosse inquiétude que j'avais par rapport à l'écriture, puisque mon frère était plus là pour me corriger. C'était pas tant la question de la vérité, et je rejoins assez fort Claudia sur ça, c'est vraiment passé à la question, c'est plutôt la question de bien parler des choses et de prendre soin par la parole en fait aussi, de prendre soin sans lénifier, mais en étant soigneux, quoi. Et donc, il y a toutes ces expressions, donner la parole à être passeuse de, ou parler pour, c'est des expressions auxquelles je suis allergique. Et donc, c'était quel rapport trouver à cet homme qui est mort, et qui était mort, en fait. Enfin, ce rapport aussi à quelqu'un qui n'est plus là, mais encore là. C'était assez complexe de savoir, je suis quoi, moi, pour lui, quand j'écris. Et je me suis penchée sur la question du témoin. Peut-être que je suis témoin de certaines choses de sa vie, et que peut-être c'est une question de témoigner de ce que j'ai vu, sans faire ma maline ou sans me mettre au centre du récit, mais en utilisant mon regard pour l'éclairer, en fait, en sachant que ça fabrique de la fiction, que forcément, puisque je suis dans l'angle dans lequel je suis, j'ai beau me déplacer le plus possible, ce ne sera jamais qu'un aspect de lui. Et donc, il y a eu ça a coupé, en fait, ma lecture de Baptiste Morisot, qui parlait du pistage. Et quand Baptiste Morisot parle du pistage, il dit que prendre le chemin que prend un animal dans la forêt, ça force le corps à se mettre dans les postures de cet animal. Donc, se dire que le lynx, il va s'arrêter à cet endroit, près de cette pierre, parce que à cet endroit près de cette pierre, il va pouvoir trouver quelque chose qui l'intéresse. Et donc, quand on piste le lynx, on trouve son rythme, on trouve sa manière de se déplacer. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi d'aller chercher dans le grenier la caisse avec tout ce qui restait de mon frère, qui était aussi bien les factures impayées, les traces d'une vie très très dure, mais aussi ses carnets intimes et aussi les traces de son travail de peintre. Et de faire ce travail, de voir le classement qu'il a fait, d'essayer de trouver physiquement comment il se débrouille avec tout ça, ça m'a mise à un endroit où ça parlait de corps à corps, et où j'ai pu comprendre aussi des choses par la physicalité de la démarche. Et donc c'est comme, oui, c'était ne surtout pas me mettre à la place de la passeuse, mais plutôt dire voilà ce que j'ai vu, et je ne sais pas si c'est vrai, et je sais qu'en écrivant ça, je crée un mythe, et que je ne pourrais plus revenir en arrière à la réalité de ce que j'ai vécu. Donc c'était vraiment dans cette démarche. Merci.
Mais justement, par rapport à... je vais rebondir là-dessus aussi. Parce qu'en fait, du coup, dans chacun de vos romans, il est question d'arrachement et de confrontation à des mondes qui sont différents de vous et qui sont même parfois opposés entre eux. Par exemple, Shindo, il a été arraché à son pays natal d'abord. Il a aussi été arraché à votre famille ensuite. Enfin, il s'est arraché, il y a eu encore un arrachement à ce moment-là. Claudia, dans votre livre, le livre explore les nombreux arrachements vécus et les réalités nouvelles rencontrées, souvent antagonistes aussi, prolétariat et bourgeoisie, ville et ruralité, sédentarité et migration, surdité et monde des entendants. Et en fait, on a commencé cette rencontre justement en parlant de traduction, de bilinguisme, de multilinguisme. Et d'ailleurs, je salue les interprètes, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Voilà, bravo. Et en fait, il me semble que ces passages constants d'un monde à l'autre soulèvent aussi la question de la communicabilité entre ces mondes et du dialogue en fait qui est possible. Je trouve que dans votre cas, Claudia, il y a la quête d'un langage commun avec les personnes sourdes, en particulier avec votre mère. Et il me semble qu'entre la langue des signes, l'anglais, le dialecte, l'italien, que finalement, avec votre livre, vous inventez presque une langue nouvelle, la vôtre, qui rassemble, qui brasse, qui englobe toutes ces langues, qui les dépasse finalement. Est-ce que c'est ainsi que vous avez conçu votre geste d'écriture? Torno alla questione del tempo, perché una cosa che ho scoperto di avere in comune con i figli dei migranti, da figlia di sordi, è il fatto che sin da bambini ti ritrovi a fare da interpreti a degli adulti e quindi ti interfacci con una serie di realtà burocratiche, scolastiche nell'ambito della sanità e quindi da bambina o bambino sei costretto ad adottare un lessico, un vocabolario molto specifico, adulto in un certo senso, e quindi è come se stessi viaggiando nel tempo. Per me imparare a scrivere è stato in qualche modo disimparare il linguaggio e approdare a una dimensione più giocosa, in un certo senso, abbandonando quella dimensione di sopravvivenza interpretariato che era dovuta sia al fatto di avere una madre straniera, una madre sorda, ma io sono anche cresciuta in parte in una comunità italo-americana a Brooklyn tra gli anni 80 e gli anni 90 in cui nessuno parlava bene. Spesso al linguaggio, alla lingua, alla competenza linguistica si associano anche delle caratteristiche morali. Se parli bene sei anche una brava persona, un bravo cittadino. Ecco, io ero circondata da adulti chiassosi, polifonici, lo chiamo in vari modi black market of language, il mercato nero della lingua, il broken dialect, perché mia nonna non parlava neanche l'italiano, faceva finta di non sapere l'inglese. Quindi in questo contesto molto ambiguo io ho avuto la sensazione di dover dominare la lingua e quindi impararla in maniera ortodossa. Alors, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur le temps et le facteur temps, parce qu'en fait, quand on est fils d'émigrés ou fils de sourds, moi, je me rends compte, en fait, enfant, on est souvent l'interprète des adultes qui ne parlent pas du tout, ou qui ne parlent pas la langue du lieu où ils sont. Et en fait, en tant qu'enfant, on se retrouve à faire être cette interface, mais aussi à acquérir un vocabulaire, un lexique qui ne correspond pas à son âge. Et donc, on voyage dans le temps. C'est comme si on se projette un petit peu à l'avance parce qu'on est l'interprète des parents. Et moi, quand j'ai appris à écrire, en fait, il n'y a pas de mot en français qui existe, mais ne plus savoir faire quelque chose. En italien, on peut, en ajoutant une petite lettre, recréer un nouveau mot. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que là, je n'étais plus l'interprète de mes parents, je pouvais être quelqu'un qui apprenait à son nouveau langage qui correspondait, qui était plus ludique puisque ça correspondait à mon âge. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que j'ai vécu à Brooklyn, qui était un quartier d'Italo-américains. Très souvent, les gens parlaient mal et très souvent, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une espèce de relation
de moralité par rapport à la façon dont on parle. Si quelqu'un parle mal, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas bien éduqué. Donc il y a aussi une connotation sociale, morale à la façon. Et c'est vrai que chez nous, par exemple, on disait broken dialect. Les gens parlaient aussi dialecte italien, mais dialecte aussi américain. Et ça m'a permis, moi, vraiment de décider de dominer la langue que j'allais, moi, bien parler par rapport à ces personnes-là pour pouvoir dominer la langue et avoir ma place grâce à une langue qui était orthophonique, si je peux exprimer ainsi, et parfaite. Un breve commento, quindi questo libro per me è stato un po' spogliarmi dell'idea di questo parlare bene, e questo è coinciso con una decostruzione del concetto profondamente reazionario di normalità, e quindi in qualche modo di rivalutare questo modo di parlare sbagliato che c'era nel mio lessico familiare, e questo ha avuto conseguenze anche sulla concezione di chi è disabile. Ritorno sulla questione del tempo perché trovo interessante il fatto che conosco persone che sono diventate sorde nell'età adulta. Il fratello di mia madre oggi è completamente sordo, ma lui non viene riconosciuto, identificato come tale, e me lo dice anche in maniera smarrita. Dice: io adesso sono uguale a mia sorella, perché lei sta qui in questa sfera di disabilità e io non ne sono e non ne potrò mai entrare a far parte, in un certo senso. E quindi una delle domande che è emersa in questo testo era proprio capire la flessibilità ed utilità di definizioni, esemplificata dall'idea che straniero è una parola bellissima se sei tu a rivendicarla per te, è invece terribile, atroce e punitiva se è qualcuno che te lo assegna senza che ci sia una tua forma di partecipazione. Ecco, quindi io non è che smonto tutte le categorie, però cerco di capire: è qualcosa che scegliamo per noi stessi o è solo qualcosa che subiamo dal mondo esterno? Donc en fait, en écrivant ce roman, j'ai essayé d'un petit peu de me dépouiller de se parler parfaitement, correctement. J'ai essayé en fait de déconstruire une réaction, un comportement réactionnaire que j'avais voulu avoir en tombant dans la normalité. Ça m'a permis aussi de comprendre mieux le lexique familier qu'on utilisait dans cette famille de personnes qui étaient handicapées. Je voudrais revenir sur la notion du temps, qui d'après moi est très importante, parce que le frère de ma mère, lui, est devenu sourd à un âge adulte. Et en fait, il trouve que lui n'est pas reconnu comme faisant partie du groupe de personnes malentendantes, enfin sourdes. Il dit: mais pourquoi je ne suis pas égale à ma sœur? Je ne fais pas partie de sa sphère à elle qui a toujours été reconnue comme étant sourde, et moi pas. Et donc ça m'a fait questionner certains concepts comme la flexibilité, l'utilité, les catégories. Est-ce qu'il faut catégoriser les gens? Et moi je crois que en fait le problème ce n'est pas d'être dans une certaine catégorie, mais ce qui est atroce, c'est quand les autres vous mettent dans cette catégorie. En fait, vous l'imposent comme si c'était une punition. Et moi, j'espère que, en tout cas, on peut repenser cela comme un choix. Et j'ai utilisé la parole l'étrangère parce que je trouve que c'est un mot superbe, mais si on le choisit pour soi-même, si soi-même on se met dans la catégorie d'étranger, mais pas quand c'est imposé de l'extérieur. Et c'est cette question-là que j'ai essayé vraiment de soulever avec mon roman. Merci. On reviendra juste après sur toutes ces questions-là de catégorisation, normalisation, etc. Juste peut-être pour donner la parole à Véronica aussi sur la question du bilinguisme. J'ai lu dans un entretien que vous avez donné au magazine Carou récemment ce court extrait que je vais vous lire. C'est bizarre que j'écrive, car là, on ne peut dire qu'une chose à la fois. Et on ne peut parler que dans une langue à la fois. Or, j'ai été élevée bilingue, et donc je sais que les choses peuvent se dire de deux manières et déjà signifier deux choses différentes. Et du coup, je me demandais, est-ce que donc écrire, c'est toujours choisir un chemin parmi 1001 infinités de possibles? Oui, et c'est une forme de violence aussi de poser une phrase et de se dire on n'a pas droit à la phrase contraire, mais le contraire peut être vrai également. Ou je sais que sur la question du silence, par exemple, je ne sais plus en flamand quel est l'autre mot, mais on peut dire stil sein, stilzitten.
Et ça n'est pas tout à fait sans bruit, c'est autre chose, ça ressemble au style anglais. Et puis il y a un autre mot, mais je l'ai oublié, qui veut dire silencieux, sans bruit. Et donc déjà, si j'écris, si je dis silence, en moi, je dois choisir quel silence, mais je sais que le lecteur, il va pas. Il faudra que je fasse un gros travail pour pouvoir dire toutes ces choses en même temps et toutes ces possibilités. Et si je laisse l'ambiguïté, en français, ben, l'ambiguïté même ne sera pas la même. Et donc il y a quelque chose de violent, mais d'extrêmement aussi rassurant, parce que tout à coup, on est quelque part. Et puis, je voulais faire une petite incursion, parce que Claudia parle beaucoup du temps, et ça me fascine, et je crois que c'est pour ça que c'est ça qui compense la difficulté de devoir écrire une chose à la fois, c'est qu'on peut jouer avec le temps. Et que j'ai entendu un grammairien parler dernièrement et dire que ça apporte un nom, le fait de prendre un élément du récit et de le transposer vers le passé ou vers le futur. C'est-à-dire que tout à coup, avec l'écriture, on peut faire que le passé redevienne présent, ou bien que le présent retombe dans le passé et donc transforme le futur. Et je me dis, peut-être c'est pour ça que j'accepte de devoir dire une chose à la fois, c'est pour avoir le droit de voyager dans le temps, en fait. Et ça, c'était vraiment la surprise dernièrement. Et il y a une question des loyautés dans les langues. J'ai mis longtemps à déconstruire, et c'est pas ce que j'ai écrit, que j'ai déconstruit, que j'avais des loyautés par rapport à la question du bien parler. C'est-à-dire que dans ma famille, il y a ceux qui parlent mal et ceux qui parlent bien. Ce sont les flamands qui parlent mal et les francophones qui parlent bien, et encore mieux les francophones d'Égypte. Et donc il y a toutes ces manières de parler qui sont reliées pour moi à aussi, enfant, être riche ou être pauvre, être déclassé ou être méprisé, ou être des princes, parce que voilà, ma famille égyptienne, ils ont un côté princier comme ça. Et donc j'ai eu longtemps une loyauté vis-à-vis de ma grand-mère flamande qui m'a élevée, où je me suis pas permise de bien parler, parce que ça aurait été comme l'insulter, elle qui parlait flamand, qui parlait patois, qui parlait mal français, mais qui savait si bien prendre soin des choses, et qui connaissait un nombre infini de noms, de légumes, de plantes, de nuages. Elle savait tellement de choses. Et quand j'entends dire que les gens n'ont pas d'instruction, je me dis, qui peut encore dire la différence entre tous ces petits pois-là, comment la terre est quand elle est comme ça, comme ça. Et donc, pendant longtemps, c'était une colère d'enfant qui me disait, il ne faut pas que tu parles bien, là, parce qu'elle ne te comprendra plus. Et d'autre part, j'ai grandi à Louvain-la-Neuve, qui est une ville universitaire, une ville savante, une ville où la bibliothèque remplace l'église, puisqu'elle est sur la colline. Donc quand on marchait à Louvain-la-Neuve, quand j'étais petite, maintenant c'est le musée, mais c'était la bibliothèque des sciences. Et l'église, elle était en contrebas. Et le repère, c'était la bibliothèque. Donc c'était un monde de livres, un monde d'hommes, un monde d'université, où la langue était primordiale, et où c'est par la langue qu'on se définissait. Donc il fallait vivre là aussi, jouer ce jeu-là, mais au fond de moi, il y avait quelqu'un qui voulait parler argot, qui voulait parler mal, qui disait que c'était pas dans le langage que ça se passait. Donc il y a un rapport à la loyauté qu'il a fallu vraiment déconstruire pour pouvoir utiliser aussi la langue et la reconnecter, en fait, au sensoriel. Merci. Peut-être pour continuer justement sur cette notion aussi de fragilité, de normalisation, il y a de lenteur aussi, il y a un extrait de L'Étrangère que j'ai trouvé très beau, parce qu'en fait dans L'Étrangère, la mère est quand même... dans ma lecture, vous êtes à ex-aequo, on va dire, avec votre mère, les deux personnages centraux finalement. Et la mère est un peu le terreau et la fondation qui transmet un certain refus des normes, justement, une relation sensible en fait, au handicap, à la différence, à la marge. Et donc vous écrivez « Les handicapés. Tous les mots pour les définir sont faibles, inappropriés. Ils sont une majorité cachée. Malgré les machines et les prothèses destinées à prouver que la mort n'existe pas, tous, ou presque, avec le temps, nous perdrons un super pouvoir, que ce soit la vue, un bras ou la mémoire.
l'incapacité de faire des choses que nous devrions savoir faire, l'impossibilité de voir, d'entendre, de se souvenir ou de marcher est moins une exception qu'une destination. Et en fait, il me semble qu'il y a dans vos démarches d'écriture à toutes les deux quelque chose de l'ordre du dépassement de l'anormalité, L''anormalité, du dépassement de l'étrange, du dépassement du sauvage, qui a une sorte de double mouvement avec d'une part une déconstruction des assignations négatives qui sont justement plaquées sur les personnages, comme par exemple Shindo, finalement, n'est pas uniquement adopté et inadapté, il est aussi tout le reste. Vos parents, c'est pareil, ils ne sont plus uniquement sourds et inadaptés, ils sont aussi tout le reste. Et puis du coup, d'autre part, il y a une sorte de démonstration qu'il y a du sauvage, de l'étrange, du handicap finalement en chacun d'entre nous, maintenant ou plus tard. Enfin, ça nous renvoie aussi à la notion du temps dont vous parliez toutes les deux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vos livres tordent le cou à cette distinction, la normalité, la espace, et la normalité, l'apostrophe? E trovo che non sia casuale che una delle prime parole che ho imparato nella lingua italiana è emarginata, emarginato, è una delle parole preferite di mia madre, che poi ho recuperato grazie a Bell Hooks, tutto il suo discorso sul margine come uno spazio di resistenza positivo che appunto non guarda più il centro come una meta o un posto in cui arrivare. Ecco, io credo che nella Straniera volevo raccontare un processo di emancipazione dall'idea che il centro o la normalità siano dei luoghi in cui arrivare. Lo faccio anche dal punto di vista della classe sociale, per esempio. Io appartengo ancora a una generazione che attraverso il diritto all'istruzione e alla scuola pubblica credeva, no, in questo ero molto militarizzata, che lo studio mi avrebbe dovuto portare ad avere una buona posizione sociale, lavorare senza mettere in discussione un sistema più grande. Ecco, io venivo invece da una madre che non credeva assolutamente, non ci ha mai creduto nell'idea che il centro, la stabilità, il guadagno, il prevaricare sugli altri fossero obiettivi, e quindi per me è stato importante valorizzare questo senso di... È un po' strano crescere con una madre che non ha come riferimenti i due fondamenti, no? delle due aspirazioni, che sono l'amore e la felicità. Io sono cresciuta invece sotto il parametro della libertà e del significato, e quindi tutte le forme di margine o di minoranza che analizzo nel libro e che sono messe in una sorta di coro della differenza vogliono approdare appunto a questa idea di stare in sé e non cercare necessariamente qualcosa fuori da sé con un'aspirazione di successo, ecco, che è diventata anche una parola per me imbarazzante. E per chiudere, facevi questo discorso su la normalità, no? Nel senso privativo del fatto di non essere normale. Stavo parlando, forse mi interrompo così. Alors moi, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'une des premières paroles que j'ai apprises en italien, c'est la parole emarginata, marginalisée, donc en italien, parce que ma mère utilisait cela, mais pour elle, en fait, c'était être à la marge de ce centre. Et donc, c'était résister à ce centre. Pour elle, être au centre n'était pas un objectif, parce que pour elle, on restait en marge. Et c'est assez bizarre, parce que en fait, moi après, j'ai essayé d'avoir ce discours justement d'émancipation en me recentrant sur les choses, parce qu'il faut aussi comprendre que je viens d'une classe sociale, une génération pour laquelle l'éducation, l'instruction permettait aussi de faire des études. Il y avait une approche presque militarisée à l'éducation. Ça permettait de monter de trouver un travail, de monter en position sociale. Et moi, c'est pas que je veux remettre cela en question, parce que ma mère, elle n'avait pas de centre, elle n'avait pas de stabilité. Pour elle, l'objectif dans la vie n'était pas de gagner sa vie, d'avoir un moyen, un revenu. Pour elle, ce n'était pas vraiment quelque chose d'important. Et donc moi, en fait, j'ai voulu
valoriser quelque part l'inverse face à cette mère et qui, elle, remettait en question les deux fondements de notre société ou de la vie, qui sont l'amour et le bonheur, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que les paramètres importants, c'est la liberté et le sens des choses. Et en fait, ce côté marginal, qui est très important, est au cœur de la différence. C'est ça, en fait, la marginalité. C'est que tout se remet dans... En fait, le problème, c'est que les gens tendent alors à rester en soi et ne vont pas chercher en dehors, n'aspirent pas à sortir de cette marginalité. Et alors, mais elle va reprendre donc, pour revenir à l'anormalité, le sens, le A privatif de normalité. La conclusione, l'unico spazio veramente democratico forse in cui è stata mia mamma è stato internet e i social media, quando ha iniziato a usare Facebook e metteva le notizie sull'ISIS, i gatti, le ricette. E io avevo degli amici che si lamentavano e dicevano: mia madre su internet sta diventando sempre più stupida, e mi rendevo conto che le nostre madri per la prima volta, al di là delle classi sociali, dell'abilità, della disabilità, dell'essere straniero o non essere straniere, si somigliavano. E allora volevo un po' recuperare il fatto che c'è stato un momento utopico in cui la rete, che oggi percepiamo in termini così totalitari, riusciva ad opacizzare la differenza e a creare degli imprevisti spazi di eguaglianza. Alors donc, pour revenir à ce concept de anormalité, en fait, je me suis rendu compte que finalement, le seul espace démocratique qu'a connu ma mère, c'est l'Internet. Quand les réseaux sociaux sont apparus, ma mère s'est approprié ces réseaux sociaux, elle y postait ses recettes, parlait des chats, etc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que mes amis se plaignaient aussi de leur mère, qui devenait stupide sur Internet. Eh bien, moi, je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas la seule qui avait donc des parents qui faisaient cela. Je me suis rendu compte par l'Internet, à ce moment-là, en fait, c'était un petit peu utopique, mais grâce à ce réseau, les réseaux sociaux créaient une espèce d'opacité qui rendait nos parents un peu les mêmes, et ça a créé une certaine utopie, une nouvelle utopie d'égalité, en quelque sorte, quelque part. Ça nous rendait égaux. Merci. Mais c'est intéressant de revenir sur la question de la normalité et de la différence, parce que je me rends compte qu'il y avait dans la famille, chez nous, une assignation à la différence. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut vouloir que tout soit normal, mes parents avaient tendance à vouloir que tout soit différent, qu'on ne soit pas comme les autres, qu'on ne soit pas une famille comme les autres. Déjà, il y avait deux Asiatiques dans la famille. Déjà, mon père, il était égyptien, mais il ne parlait pas bien arabe. Et donc, il cultivait cette différence, quitte à en faire une sorte de petit mythe. Et c'est devenu, en fait, aussi enfermant que l'injonction à la normalité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une double marginalité. Quand mon frère est sorti de cette marginalité que mes parents avaient construite, peut-être pour nous protéger aussi, là, ça n'a plus été du tout. C'est-à-dire que le discours ayant été « il faut être différent », quand quelqu'un était vraiment tout à fait différent, là, on se rendait compte qu'il y avait une double anormalité. Il y avait la normalité qui était très bien, parce qu'on était exotique, folklorique, différent, et que ça portait du sens, et que mes parents décodaient ce sens-là. C'était une manière aussi d'affirmer, on peut faire famille autrement que par le sang, on peut habiter autrement que dans une maison. Les interrupteurs étaient au pied des murs, pour que ma mère puisse se promener avec les bras pleins et allumer quand même la lumière, des choses comme ça. La table était entre la cuisine et le salon pour que ma mère puisse parler avec les invités en cuisinant. Elle donnait sur la rue, parce qu'une femme ne peut pas être enfermée dans sa cuisine, elle doit pouvoir... c'est quand même ma mère qui cuisinait, mais bon, voilà. Ils réécrivaient l'espace, ils réécrivaient tout, et ils inventaient des histoires à propos de tout ce qu'ils faisaient. Et tout à coup, Shindo leur échappe. C'est-à-dire que il ne s'oppose pas de la manière dont tout le monde s'oppose, il s'en va, il prend des drogues, il se réfugie dans une autre famille, il est dans une marge qui n'est pas construite par mes parents. Et donc ça mélange toutes les notions de normes et de marginalité. Et je me rends compte que c'est aussi toute ma mythologie à moi de dire je parle mal et tout ça, c'est aussi de l'ordre du privilège. C'est-à-dire que ma grand-mère, on pouvait tout faire en fait avec ma grand-mère, tout. On ne devait pas se coucher à l'heure, sauf qu'il fallait aller à l'école et avoir des bonnes notes. Parce qu'elle n'avait pas été à l'école. Et ma mère suivait ça, l'école. Et
et on avait tendance dans cette école bourgeoise où j'étais à se déguiser un peu en marge. C'était en plein dans les années 80, dans les années 70, c'était la punk generation et on y allait franchement, et des petits bourgeois qui adoptaient des codes punk et puis qui rentraient à la maison bien proprement. Il y avait quelque chose comme ça qu'il a fallu que je déconstruise, comme mon privilège. Non, j'étais pas une punk. Mes parents me récupéreraient, en fait. Et que donc, il fallait arrêter de jouer à ça parce que c'était une sorte de pause. C'était pas vraiment une marginalité, c'était un rôle, en fait. Et donc, toutes ces choses, il a fallu que je les déconstruise plus tard parce que j'ai eu des vraies rencontres, en fait, et que j'ai commencé à comprendre mon frère de l'intérieur de la sensation et pas de l'image externe du garçon avec une crête qui était tellement beau, tellement enviable, j'aurais tellement voulu être comme lui. Et de voir que derrière cette image qu'il arborait triomphalement, quoi, c'était, quand on voit Bowie dans Ziggy Stardust, ça le fait, quoi. Mais d'aller dedans et de déconstruire ça, ça m'a servi quand même à ne pas vivre dans une illusion. Merci. C'est marrant parce que ce dont tu parles, les interrupteurs, etc., c'était un des passages de ton livre que j'avais sélectionné. Donc je vais le lire en fait, que je trouve très beau parce qu'on va parler ensuite des lieux de l'enfance dont vous parlez toutes les deux dans vos livres. Les interrupteurs sont en bas des murs parce que la mère a toujours les mains pleines de lessive ou de choses à ranger. C'est plus facile d'allumer la lumière avec les pieds. La cuisine donne sur la rue, parce que la mère ne veut pas être punie quand elle fait à manger. Elle veut être avec les autres. Et pourquoi on cacherait la cuisine? C'est là que tout se décide, non? Alors, le père invente une table qui fait toute la longueur de la pièce et le lien entre la cuisine et le salon. La mère peut ouvrir la fenêtre et parler avec les voisins qui passent. Il n'y a pas beaucoup de portes dans cette maison, mais il y a plein de recoins. Et pas de grenier. Le père ne veut pas accumuler des objets qu'il n'a pas. Ses vieilles affaires, à lui, sont restées en Égypte. Ça ne lui manque pas. L'important, c'est les souvenirs, les histoires qu'on se raconte. Une histoire, personne ne peut te la voler. Et si on doit quitter la maison à toute allure, à cause d'une catastrophe ou d'une révolution, on n'aura pas de regrets. L'important, c'est les gens. Il faut faire sa maison comme on veut vivre, en accumulant le passé ou en faisant de l'espace pour les amis qu'on va rencontrer. Voilà. Donc en fait, l'enfance, on y passe beaucoup de temps dans vos deux livres, les lieux où elle se déploie également, les maisons d'enfance. Je viens encore avec une toute petite citation issue d'un très beau livre de l'autrice Nastasia Martin qui s'appelle « Croire aux fauves ». Et ça nous permet aussi de faire le lien avec la thématique générale de ce festival. Elle y écrit « L'enfant possède une chose que l'adulte cherche désespérément tout au long de son existence, un refuge. » Alors, dans vos livres, les familles et les maisons dans lesquelles elles vivent sont des lieux de refuge, mais aussi des lieux dont on fugue, d'où on s'enfuit, d'où on se sauve. Shindo, votre mère, vous aussi, toutes les deux, en fait, vous vous sauvez, vous vous échappez, vous vous émancipez par la fugue, par la langue. Vous quittez le refuge initial pour construire une nouvelle vie, pour trouver un autre refuge. Per me è una domanda un po' paradossale, perché dove va la figlia della donna che scappa sempre? Quindi, avendo assunto mia madre questa funzione nel romanzo della donna che scappa sempre, la figlia deve inventarsi qualcosa. Un fatto biografico divertente è il fatto che io adesso, dopo tanti anni all'estero, sono tornata a vivere a Roma, vivo nello stesso palazzo dove lavorava mia nonna, 2 piani sotto mio fratello, e per mia madre sono la più grande delusione della sua vita, perché ho fatto esperienza del rientro nell'ambito familiare. In realtà, e qui concluderei, per me è stato interessante scrivere questo libro e capire che funzione aveva la dimensione dell'infanzia e del passato. Uno dei motivi per cui non volevo definirlo come memoir, perché il memoir a volte ha la tecnologia del selfie, no? Tu ti guardi, ti vedi e vedi tutto quello che hai alle spalle, e io ho sempre trovato
più interessanti le storie in cui giri la telecamera e guardi il resto, sei tu che sei in controllo della visione ma espandi l'orizzonte. E quindi il tentativo era ripercorrere le tracce, vedere cosa ricordavo, romanzarlo e in qualche modo trasformare l'infanzia sia uno spazio di fuga, di ricerca, ma anche di permanenza, di far coesistere entrambe le dimensioni. Ecco, io sono forse diventata la protagonista della Straniera, una che scappa da ferma, se ha senso. Alors, je trouve que c'est un petit peu paradoxal comme question, parce que finalement, je suis la fille de la femme, de la mère qui fuit toujours. Donc il fallait que moi, face à cette mère qui était désignée comme la personne qui fuit, il fallait que je m'invente, que je trouve mon espace à moi. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre, après être partie et tout, aujourd'hui, je suis rentrée, avoir vécu à l'étranger, je suis rentrée à Rome, dans la maison où habitait ma grand-mère, donc 2 étages au-dessus de mon oncle. Et en fait, ce retour pour ma mère, ça a été la désillusion vraiment, parce que en fait, je suis retournée là-bas, ça a été la désillusion de sa vie. Pour moi, en fait, ce qui était intéressant, c'est de comprendre l'enfance et le passé. Mais je ne voulais pas que mon livre soit comme un mémoire, que j'écrive quelque chose comme un selfie, où en fait on prend une photo et on ne voit que ce qui est derrière les épaules. Moi, je voulais plutôt écrire quelque chose comme si j'avais une caméra en main, que je puisse contrôler la vue, que je puisse élargir la perspective. Et donc, en fait, ce que je voulais ici, c'est de retourner sur mes pas en racontant ce roman. Je voulais revenir, raconter les choses, parfois un petit peu romantiser l'histoire aussi. Et en fait, l'espace, c'est une fuite, oui, mais c'est aussi une recherche d'un espace permanent. C'est cela aussi, l'écriture de ce roman. Merci. Mais la question de la fuite, en fait, c'est une fuite vraiment imaginaire. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai pensé à un moment où, à Louvain-la-Neuve, on ne pouvait pas sortir le soir, et donc je m'enfermais dans ma chambre avec des Gauloises et Max Meignier, les routiers sont sympas. Et il y avait je me suis toujours dit, mais pourquoi Max Meignier, quoi? Il y avait d'autres choses à écouter à la radio. Et en fait, c'est parce qu'il y avait ces camionneurs sur les routes de France qui s'appelaient les uns les autres et qui étaient solidaires. Ils disaient, je suis à Lens, j'ai crevé un pneu, mais moi je passe à Saint-Étienne, et salut, bonjour à ma femme qui est là-bas. Et il y avait toute une cartographie de la France qui se créait comme ça et qui m'émerveillait en fait. Et j'ai très peu fugué vraiment de la maison, mais j'ai énormément fugué dans ma tête. Et je suis encore capable de le faire quand je suis à un endroit où je n'aime pas être. C'est vraiment sortir, aller jusqu'à la gare centrale, prendre le train, me retrouver au stand, aller au bout de l'estacade, et puis m'arranger pour revenir, pour quand on a besoin de moi. C'est vraiment une chose que j'ai développée dans l'enfance. Il y a un lieu réel, en fait. Il y a un lieu qui est un lieu fondateur et qui est le seul lieu que je considère comme physiquement réel, le lieu de l'enfance. C'est cette maison de ma grand-mère à la campagne, où il y a cette langue réelle du patois flamand. Et tout le reste, je pense, j'ai une sensation que c'est imaginaire. Et que c'est peut-être pour ça que ça peut se raconter de 1000 manières différentes, parce que ça a été très fort imaginé et construit. Et donc, dès le moment où j'ai quitté cette maison à la campagne, où on est parti à Louvain-la-Neuve après, et on n'a parlé plus que français, que le flamand a disparu, quelque part le réel a disparu. Et tout était inventable. Et donc là, j'ai hérité d'une sorte de territoire imaginaire avec Alexandrie, Le Caire, le train entre Alexandrie et Le Caire, qui quand j'y suis allée, en fait, j'ai pas reconnu du tout. Mon frère biologique ne veut pas y aller parce qu'il dit, moi, l'Égypte, je connais, mais si j'y vais, je la reconnaîtrai pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi hérité de bout de Corée, puisque ma sœur, j'ai aussi une sœur adoptive, et quand elle est arrivée, elle avait 9 ans. Donc elle a assez vite pu raconter. Donc j'ai aussi hérité de ce récit-là. Et puis, dans la tribu égyptienne, il y a des gens qui vivent partout, en fait, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Et donc, il y a tous ces lieux dont tout le monde parle et qui créent une cartographie immense, sauf qu'elle n'est pas réelle, elle est héritée, imaginaire, et elle passe par « on se raconte », quoi. Vraiment, ce qu'il y a dans l'extrait aussi, c'est que les histoires, on ne veut pas nous les voler, mais les histoires des autres et qu'on n'a pas vécu, quel drôle de rapport on a avec elles.
Ça se raconte très facilement, en fait. L'histoire de ma famille et des déplacements, je peux la raconter super facile, puisque je me réfère à des histoires racontées. Mais s'il y a un lieu de l'enfance dont je suis certaine et où je sais ce que je sens, c'est cette petite maison, le potager, le verger, choses très simples et en fait très ancrées. Et les petits pois. Et les petits pois. Merci beaucoup, c'était très très beau, très intéressant. On va devoir s'arrêter là parce que le temps est écoulé, mais je vous invite à, si vous voulez poursuivre la discussion avec les autrices, elles seront en dédicace dans la pièce du fond, là derrière, d'ici quelques minutes. Merci à tous, toutes et tous pour votre attention. Merci Véronica, merci Claudia, merci Maya, merci à toutes les interprètes. Bravo.